De chevaux vapeur à kilowattheure en passant par les pieds-livres de couple, le jargon d'automobile peut en laisser plusieurs confus. Les types de moteurs, le nombre de cylindres, leur configuration, leur cylindrée, DOHC, SOHC, intégrale, 4 roues motrices. Aujourd'hui, on regarde dans notre rétroviseur pour en savoir plus sur tout ce que ça veut dire. Bon, commençons par le cœur de chaque véhicule, son moteur. Il existe des centaines de types de moteurs différents. Une de leurs particularités est leur configuration. Le plus commun est le moteur en V. Ces cylindres sont disposés de manière à former un angle dont la pointe est le vilebrequin, ou crankshaft pour les intimes. Un bon exemple serait la Chevrolet Camaro SS munie d'un V8, donc 4 cylindres de chaque côté reliés au vilebrequin situé à la base du V. Si on combine deux moteurs V8 en alternant la direction des cylindres, on obtient un W16, comme les Bugatti Veyron et Chiron. Cette disposition permet de condenser le plus grand nombre de cylindres dans un plus petit volume, d'où les performances impressionnantes des véhicules avec cette disposition. Il est toutefois beaucoup plus dispendieux à produire et à entretenir. Il y a aussi la disposition en ligne, ou straight, dont les cylindres sont simplement les uns à côté des autres. Par exemple, le 4 en ligne des BMW 2002, le moteur qu'on appelle M10. Une autre disposition possible serait le moteur plat, ou flat. Le plus commun serait celui des Porsche dont nous avons discuté dans le dernier épisode de Rétroviseur, le lien est dans la description. En gros, un moteur plat est comme un moteur en V dont l'angle entre les cylindres aurait été aplati à 180 degrés. Les moteurs de ce type peuvent aussi avoir l'appellation boxer qui signifie que les pistons opposés bougent en même temps plutôt qu'en alternance. Parlons aussi des autres types de moteurs. Parmi les moteurs à combustion, il y a aussi les moteurs rotatifs. Mercedes, GM, Rolls-Royce et Citroën en mettent dans certains modèles, mais c'est Mazda qui popularise ce type de moteur. C'est en fait un triangle dans une grande chambre trochoïdale. La forme unique du rotor permet une compression inégalable par les moteurs à combustion traditionnels. Sa forme, beaucoup plus petite et légère, favorise un ratio exemplaire entre les performances et le poids du véhicule. Un inconvénient majeur, par contre, c'est l'entretien de ce type de moteur qui a tendance à s'user rapidement. Finalement, il y a les moteurs électriques qui n'ont pas vraiment de configuration puisqu'ils sont indépendants. On retrouve toutefois certains modèles avec 1, 2, 3, même 4 moteurs électriques. Bon, passons aux données qui sont les plus importantes. Plusieurs types d'unités de puissance sont utilisés pour identifier les performances d'un véhicule. On y retrouve tout d'abord le cheval vapeur. Un CV ou HP est l'équivalent d'environ 745 watts ou la puissance d'un cheval de trait. Je ne vais pas vous ennuyer avec le calcul de masse pour définir la puissance, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'appelle comme ça parce qu'il fut un temps où c'était la manière la plus commune d'expliquer la puissance d'un système à quelqu'un d'autre. Bon, il y a ensuite le fameux pied-livre de couple. En gros, c'est une unité mesurable en joules ou encore en newton-mètre. Selon Wikipédia, elle correspond au travail développé par une force de 1 livre-force dont le point d'application se déplace de 1 pied dans la direction de la force. Ce que ça veut dire, c'est que pour serrer un boulon à 100 pieds-livres, tu dois appliquer une force de 100 livres au bout d'un levier d'1 pied. Dans le contexte d'un moteur, les pistons appliquent une force pour faire avancer le véhicule. Si le levier du piston est plus grand et que le déplacement du piston est plus grand, le véhicule sera donc plus puissant. Pour les moteurs électriques, les watts sont l'unité de choix pour calculer la puissance de ceux-ci. On convertit toutefois souvent en chevaux vapeur pour favoriser la comparaison avec des véhicules à combustion. Une unité souvent incomprise des moteurs électriques est sans contredit les kilowattheures qui font simplement référence à la capacité de stockage des batteries. Plus le chiffre est haut, plus la batterie va opérer longtemps selon sa consommation. Pour calculer la dite consommation, plutôt qu'en litres par 100 km, on la mesure en kilowattheures par 100 km. Par exemple, une Nissan Leaf a autour de 40 kWh de batterie utilisable. Elle consomme en moyenne 16,4 kWh par 100 km. Son autonomie est donc de 40 kWh divisé par la consommation moyenne de 16,4 kWh par 100 km multiplié par 100 km, soit 244 km. Accompagné du nombre de cylindres, les moteurs à combustion sont souvent décrits par le déplacement du moteur, c'est-à-dire par exemple un V8 de 7 litres. En cc ou en litres, cette unité permet d'identifier le volume de déplacement des pistons de l'ensemble des cylindres de leur extension minimale à leur extension maximale. Prenons par exemple le moteur 4 cylindres de ma Toyota Corolla 2014. Lorsque le piston est à son plus haut et que l'air est à son plus condensé, jusqu'à ce qu'il soit à son plus bas et que l'air est à son moins dense, le volume de cette chambre est de 0,45 litres. Si on multiplie par le nombre de cylindres, donc 4, on obtient le cylindrée du moteur, soit 1,8 litres. C'est la même chose pour les CC, souvent utilisés pour calculer le volume des moteurs de moto. Un CC est en fait un centimètre cube, soit un millilitre. Mon moteur de 1,8 litres est alors un moteur de 1800 cc.
Les moteurs sont parfois accompagnés d'un anagramme comme DOHC, SOHC ou encore OHV. Ces termes font référence au système de gestion, d'alimentation et d'échappement de l'air dans le moteur. Chaque cylindre est en fait alimenté avec un système de valves relié à un arbre à cam. Ceux-ci ouvrent et ferment selon la position des cams. Certains moteurs ont un seul arbre à cam qui contrôle autant les entrées d'air que les sorties. Ce sont des SOHC ou Single Overhead Cam. Son avantage est donc le nombre de composantes réduit et les moindres chances de bris. D'autres types de moteurs ont deux arbres à cam, une pour l'entrée et l'autre pour la sortie. C'est un DOHC, Dual Overhead Cam. L'avantage de DOHC, c'est un meilleur flux de l'air dans le moteur, sachant que les valves d'entrée sont contrôlées indépendamment des valves de sortie. Finalement, les Overhead Valves, ou OHV, actionnent les valves en utilisant des tiges poussoirs fixées à des culbuteurs. Ces tiges rejoignent l'arbre à cam central à l'intérieur du moteur. Les moteurs OHV sont généralement plus petits qu'un SOHC semblable. Ils comprennent toutefois plus de pièces qui peuvent potentiellement briser. Bon, finalement, il y a la configuration des roues, qui elles sont actionnées par le moteur. Chaque type de traction permet d'accomplir un objectif différent comportant chacun son lot d'avantages et d'inconvénients. Les voitures à traction ou front-wheel drive concentrent la force du moteur aux roues avant. Cette configuration est moins chère à produire, améliore la longévité du véhicule et permet une meilleure maniabilité dans des conditions difficiles. Ça met toutefois beaucoup plus de stress sur les joints avant, sachant qu'ils contrôlent autant la direction que la traction. Puis, les véhicules à propulsion ou rear-wheel drive avancent grâce à la puissance du moteur acheminé aux roues arrière. Les voitures à propulsion ont plusieurs avantages, comme une meilleure capacité de remorquage en général grâce à leur stabilité, un entretien plus facile, une meilleure balance du véhicule et une maniabilité beaucoup plus sportive. Ça peut toutefois causer des dérapages, mais bien contrôlés et sur un circuit fermé, ça s'appelle du drift. Les autos à propulsion sont aussi plus dispendieuses que les voitures à traction. Il y a ensuite les voitures à traction intégrale ou all-wheel drive, où les 4 roues sont simultanément propulsées par le moteur. Cette configuration permet la meilleure maniabilité sur route et apporte une conduite plus sportive au véhicule. Ceux-ci consomment toutefois plus d'essence que les voitures à traction ou propulsion traditionnelles. Finalement, il y a la configuration à 4 roues motrices. La différence principale avec les systèmes à traction intégrale, c'est que chacune des roues peut travailler indépendamment des autres. C'est pourquoi c'est une configuration de choix pour les véhicules hors route comme la plupart des Jeeps par exemple. Cet avantage vient toutefois au détriment de la consommation d'essence, de la complexité accrue des composantes et au coût initial de la voiture. Le vocabulaire utilisé par l'industrie automobile peut parfois sembler trop complexe ou technique. Il permet toutefois de décrire les différents systèmes qui y sont utilisés et à mieux comprendre comment ceux-ci fonctionnent. J'espère vraiment avoir réussi à vulgariser ces termes pour vous permettre de mieux comprendre tout ça. Et c'est ce qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous avez des idées ou des suggestions pour la prochaine, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Que ce soit un véhicule, une marque ou encore une personnalité de l'industrie automobile, ou même si vous souhaitez une deuxième partie à cet épisode. Aussi, laissez-moi savoir si vous avez apprécié l'épisode en laissant un thumbs up en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications si vous voulez pas manquer les prochains. Et alors, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rétroviseur.